Depuis quasiment toujours, j'ai envie de dire, j'ai un rapport très particulier avec le patrimoine, et notamment le patrimoine bâti. J'ai toujours été passionnée par ça. Je pense qu'initialement, c'est parce qu'un patrimoine est porteur d'histoire. J'ai appris à lire, en fait, des bâtiments. Dès lors que je vois une façade ou que je m'attache à peut-être 1 mètre carré d'un bout de façade avec les matériaux, j'ai envie de le manger. Voyager, c'est aller à la rencontre de soi, comme du reste du vivant. Dès lors, qu'est-ce que le voyage dit de nos rapports au monde ? À l'heure où le monde bascule, entre crises politiques, sociales et écologiques, peut-on encore désirer de voyager ? Bienvenue dans le podcast De Vive Voix, le podcast qui questionne le sens du voyage et de ses usages au regard des enjeux de justice sociale et écologique. Moi, c'est Anthony, et 2 fois par mois, je donne la parole à celles et ceux qui s'interrogent sur la place du voyage dans nos vies et sur ses existences désirables pour aujourd'hui comme pour demain, afin que le voyage ne soit plus un appareil de la destruction du vivant et le miroir de nombreuses injustices et oppressions, mais plutôt un moyen de redéfinir les manières de se rencontrer et faire société. Marion est partie faire le tour de la France par ses frontières, à pied et à vélo. Peu à peu, elle développe une approche sensible des territoires. À travers son regard d'architecte et d'urbaniste, c'est tout un monde qui se dévoile. Elle analyse l'aménagement des territoires, s'éprend d'un beau bâti autant que de la vue d'une jolie fleur. Ensemble, on retrace le fil de cette grande aventure, de ses joies et émancipations, sans oublier de porter un regard engagé sur les processus d'aménagement en cours. Loisirification, tourisme de masse, artificialisation des espaces, folklorisation, impacts sociaux et culturels. Marion rappelle la nécessité de donner une place à la lenteur, à l'écoute de soi et à l'écoute du vivant, de faire avec ce qui est là. Des conditions qui nous permettront de ménager les corps comme les territoires, plutôt que de toujours vouloir les exploiter. Belle écoute. Bonjour Marion, je suis ravi de t'accueillir ici dans les Monts du Lyonnais pour parler du territoire français, de son aménagement, la mosaïque tant paysagère que culturelle et patrimoniale qui le caractérise, au travers du regard que tu lui portes, nourri par l'expérience sensible et sensorielle, corporelle même que tu as faite en le parcourant tout au long de ses frontières, à vélo et à pied. Comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour Anthony, je vais très bien et puis merci beaucoup de m'accueillir dans ton humble demeure, dans les Monts du Lyonnais. C'est très sympa par chez toi. Et puis merci aussi de m'inviter à ton podcast que j'avais suivi avec grand intérêt durant mon petit périple justement. Ça m'avait bien accompagnée. Trop chouette, merci. Marion, tu es architecte et urbaniste de formation. Après une expérience professionnelle en bureau d'études d'urbanisme et de paysage, tu es devenu chargé d'études architecturales et urbaines dans une grande collectivité. Tu passes d'ailleurs les concours de la fonction publique territoriale et obtiens le grade d'ingénieur. Est-ce que tu veux revenir en quelques mots sur ce parcours et sur les missions sur lesquelles tu t'es investi depuis que tu es diplômé au sein de ces territoires et peut-être nous dire en quoi ça consiste, quel est un peu ton champ d'action, tes missions ? Oui, bien sûr. Déjà, pour partir un peu de la base, j'ai pas mal bougé dans le cadre de mes études. Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis architecte de formation et j'ai fait mes études d'architecture en Bretagne, à Rennes. Et ensuite, j'ai voulu poursuivre avec un master en urbanisme. Donc là, j'ai été à Grenoble, au sein de l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Et dans le cadre de ce master, j'ai fait une alternance à Annecy. C'est là que j'ai travaillé en bureau d'études de paysage et d'urbanisme. Donc ça m'a ouvert à d'autres dimensions, en fait. J'ai élargi la focale. Je suis passée vraiment de l'objet architectural dans un contexte limité à une vision beaucoup plus grande, une vision plus urbaine, paysagère et même territoriale. Donc ça m'a permis aussi de croiser un peu ces 3 compétences, archi, urbanisme et paysage qui ne font que rentrer en synergie au final. Et c'est vrai qu'au sein de ce bureau d'études, je pouvais à la fois faire des petites études d'aménagement pour de l'espace public, mais je me suis surtout spécialisée à la réalisation d'études urbaines et paysagères. Et là, je me suis vraiment bien sentie. Je me suis vraiment ouverte à une sensibilité paysagère très fine du territoire
comprendre l'histoire d'un territoire pour ensuite mieux se projeter pour le demain. C'était essayer de répondre à plusieurs problématiques et définir des stratégies. Et à l'issue de cette première expérience en bureau d'études, je suis arrivée en collectivité. Et là où je travaillais, ça fonctionnait comme un bureau d'études, mais en interne. Et mes missions, c'était également d'être dans de la prospective territoriale et urbaine en vue d'aider à la décision politique et technique. Donc je réalisais plusieurs études à diverses échelles. Ça pouvait être à l'échelle d'un quartier, d'une rue, d'un tènement foncier. Et ça pouvait prendre plusieurs formes. Alors là, je vais peut-être parler un peu jargon urbanisme, mais ça pouvait être des études de capacité, de programmation, composition, et ça pouvait aller jusqu'à même l'esquisse de plans guides avec des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, voire environnementales. L'idée, c'était vraiment de définir un peu dans quelle direction on pouvait tendre avec une vision globale et stratégique pour essayer d'avoir un peu de cohérence quand même au fur et à mesure des projets. Ce qui est difficile à avoir encore aujourd'hui parce qu'on agit beaucoup au coup par coup. Donc l'idée, c'était vraiment d'avancer avec une vision commune, stratégique, pour essayer d'améliorer le cadre de vie, en fait. Et en 2024, tu décides de faire une pause professionnelle, pas n'importe laquelle, car cette pause prendra la forme d'un tour de France à portée de jambes, à pied et à vélo, le long des frontières de l'Hexagone, pour être, je cite, dans une approche sensible des territoires. Quelles sont les raisons de cette pause professionnelle, de ce grand projet et de ton départ? Quelles étaient un peu les intentions? Qu'est-ce que tu souhaitais vivre au cours de ces plus d'un an et demi de voyage? Donc mes motivations sont avant tout des motivations personnelles. En vérité, ça faisait une dizaine d'années à peu près que j'avais envie et besoin de vivre mon aventure, un peu comme un rite initiatique. Vraiment vivre une aventure qui me corresponde, faite par moi-même et pour moi-même, m'écouter. Sauf qu'il y a eu plusieurs événements de vie qui ont dû à chaque fois reporter ce projet-là. Et notamment un burn-out, voilà, où j'ai découvert quand même que mon corps ne pouvait plus répondre à mes attentes. Du jour au lendemain, j'étais enfermée dans une enveloppe. C'était assez perturbant. Et progressivement, c'est l'esprit qui s'est mis à dérailler aussi. Donc là, on a tout le processus qui se met en place avec dépression, rechute. Et ensuite, là où je commençais à récupérer un peu en énergie et en forme psychique, y a le Covid qui se pointe. Donc les frontières fermées. Et à la suite de ça, j'ai commencé à me mettre dans ce processus de concours de la fonction publique que j'ai eu, donc un stage avant la titularisation. Donc tout ça a fait que c'était un peu long à se mettre en place. Et en fond, j'avais toujours une forme de fatigue chronique, en fait, avec une énergie qui n'était toujours pas là et plusieurs fois des petits problèmes de santé par-ci et par-là au quotidien. Rien de grave, mais assez handicapant et énervant pour vivre sereinement, on va dire. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai déjà été souvent habituée à faire de la randonnée en montagne. Et c'est vrai que ce burn-out et cette dépression m'a complètement déconnectée de la montagne et du plaisir que je pouvais éprouver en randonnée parce que c'était très compliqué pour moi de me remettre à marcher et de le vivre avec un lâcher-prise et de le vivre sereinement aussi d'un point de vue physique et sportif. Et c'est lors d'un tour du Kéra, en fait, où ça a été hyper compliqué. C'était peu de temps après le Covid, où là, je me suis dit, c'est pas possible, je dois faire un tour de France, mais à portée de jambes, pour me challenger physiquement et essayer de reprendre le dessus sur mon corps. Donc l'idée, c'est pas forcément de reprendre le dessus sur mon corps, mais plutôt une revanche avec et sur mon corps. Et donc je suis restée sur cette thématique Tour de France. Pourquoi la France ? Parce que à ce moment-là, on était encore dans le côté Covid, donc le risque de fermeture de frontières. Et le fait aussi que j'avais quand même pas mal de petits problèmes de santé. Donc si jamais j'avais un souci, autant rester en France pour être pris en charge au cas où. D'où le Tour de France. Après, j'ai souvent voyagé en France durant mon enfance et adolescence, essentiellement dans les Alpes. Et je savais que la France est dotée de richesses culturelles et paysagères de dingue. C'est quand même un mini tour du monde au sein même de la France. Donc je me suis dit, ça restera quand même très varié. Ce sera pas monotone. J'aurai beaucoup de choses à découvrir et à redécouvrir. Et l'idée, c'est pas de le faire en transport en commun parce que c'est pas fun. Donc autant de le faire à pied. Et ça me permettrait aussi d'être un peu dans ce challenge sportif et de regagner cette aisance corporelle. Et l'idée aussi, c'était de renouer avec une forme de lenteur. Donc la lenteur dans le mouvement du corps, mais aussi dans l'état d'esprit, dans le lâcher-prise. Et renouer aussi avec ce que la montagne m'apportait avant, c'est-à-dire l'émerveillement, le lâcher-prise,
pouvoir se reconnecter à la nature et du coup aussi à soi-même. C'est un peu une forme de méditation. Donc j'avais envie de renouer avec tout ça et c'est de là qu'est né ce projet-là. Donc en avril 2024, tu démarres ton périple à pied depuis Bagnoul-sur-Mer, au pied des Pyrénées, pour rejoindre Nice dans un premier temps. Près de 2 mois de marche entre littoral et arrière-pays. Comment se passe cette toute première étape du périple, qui est déjà une belle première étape en termes de distance et de temps? Quelles sont tes premières sensations, tes découvertes? Alors cette première étape, c'est plein de surprises. Je m'attendais pas du tout à ça. Après, on ne s'attend jamais vraiment à comment peut se passer un voyage. Mais disons que c'est un peu un condensé de tout ce qui allait m'attendre sur mon Tour de France. Je pensais m'inscrire assez rapidement dans une lenteur, alors que pas du tout. Tant sur le plan physique, par rapport au rythme que je m'imposais, et par rapport aussi à mon état d'esprit, parce qu'il y a aussi la lenteur dans l'approche, dans l'état d'esprit. Et en fait, j'ai commencé trop vite, trop vite et trop fort, en me disant c'est sur du plat, donc ça va le faire, on va se faire 30 km par jour, avec un sac à dos qui pèse 15-16 kilos. Sauf que non, ça n'a pas du tout bien marché. Donc j'ai été blessée assez rapidement. Et du coup, j'ai dû faire une pause assez rapidement aussi pour me remettre de mes blessures au niveau des pieds et des tibias. Donc ça, c'est un premier coup à recevoir. Mais en même temps, je me doutais que j'allais me recevoir des coups à ce niveau-ci. C'était aussi l'enjeu de ce Tour de France, c'était d'apprendre à gérer mes limites et à écouter mon corps. Et le corps est assez fort parce qu'il rappelle vite ses limites et il nous alerte vite. Donc l'idée, c'est de prendre son mal en patience et d'apprendre sur ça. Ensuite, la Méditerranée, c'est plein de paysages, c'est plein de beauté architecturale, parce que c'est un peu le cœur de mon métier aussi, donc c'est vraiment des choses qui me touchent. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que la Méditerranée, pour moi, il y a eu beaucoup de sursollicitation intellectuelle, on va dire, parce que dès que je traversais des environnements, qu'ils soient urbanisés ou non, je trouvais toujours matière à intellectualiser. J'ingurgitais énormément d'informations lorsque je faisais des pauses visites de musées ou des visites urbaines ou des expositions, mais aussi des informations sur le terrain avec mes propres observations, si bien que je n'avais jamais le temps de prendre vraiment du recul et ça faisait beaucoup de matière qui s'agglutinait, qui n'arrivait pas à s'ordonner. Et je vivais ça un peu comme un trop-plein. C'était à la fois stimulant, mais en même temps un trop-plein. Et ce qui impulsait une dynamique un peu trop rapide dans ma tête. Donc finalement, je n'étais pas forcément reposée dans ma tête. Et ensuite, en termes de rythme, j'avançais quotidiennement, mais aussi je prenais des pauses. Mais à chaque fois, je me mettais la pression sur le fait qu'il fallait que j'avance à un rythme quand même assez soutenu pour ne pas arriver en retard après dans les Alpes. Parce que j'avais organisé mon parcours en fonction des saisons pour ne pas être pris dans des problématiques. Par exemple, en montagne, je ne vais pas faire ça en hiver. Donc, il fallait que j'avance pour tenir à une cadence. Et si bien que je pouvais être frustrée de temps en temps de passer assez rapidement à certains endroits où des fois, je me jetais un peu la pierre parce que j'estimais que j'étais un peu trop lente. Donc, il y avait un rapport vitesse-lenteur qui était encore compliqué à avoir, à intérioriser. Voilà, globalement, en fait, cette Méditerranée-là, quoi. Et est-ce que, tu parlais aussi un peu d'aménagement du territoire. Comment tu as perçu un peu les choses le long du littoral, justement sur ce territoire particulier qui est la Méditerranée? Alors c'est vrai qu'il y a un bassin méditerranéen qui donne un peu des similitudes, on va dire, d'un territoire à l'autre. Mais en même temps, c'est quand même très, très contrasté dans le type d'aménagement. J'ai commencé sur la côte Vermeille. Donc là, c'est vraiment des petites criques, c'est très escarpé, c'est des sentiers du littoral où on a vraiment accès à la mer. C'est des petits villages perchés, plus ou moins agrandis, avec un peu le processus de l'étalement urbain, mais ça reste limité parce qu'on est dans un contexte assez enclavé et contraignant en termes de géomorphologie. Et ensuite, on est sur le long du golfe du Lion. Là, on est vraiment sur des terres beaucoup plus plates. Et là, du coup, on peut constater une urbanisation croissante et démesurée. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais avec justement ces stations balnéaires et puis des grandes opérations ex nihilo avec les marinas. Ensuite, on arrive en Camargue. Donc là, on est encore dans un autre contexte avec beaucoup de moustiques, de marais salants. Après, on arrive sur la Côte Bleue, qui est un peu l'amorce des Calanques, avec Marseille en plein milieu. Et après, je suis allée davantage dans les terres. Donc là, j'ai pu découvrir le massif de la Sainte-Baume, la Provence verte. Et après, hop, je reviens sur la Côte d'Azur. Donc là, c'est encore un autre univers avec un réseau viaire foisonnant.
mais aussi un réseau viaire qui vient s'approprier la côte, des villas qui s'approprient la côte, et ce qui fait que toi, en tant que piéton, tu n'as pas accès au paysage, qui est normalement un bien commun. Donc il y a tous ces petits conflits-là qui s'opèrent, et en même temps un patrimoine juste magnifique, qui révèle une histoire hyper riche, et ça attire d'ailleurs une autre population qui y habite au quotidien, et aussi une autre forme de tourisme. Mais voilà, il y a quand même ces villages perchés, des villes qui sont agrandies de manière exponentielle, beaucoup d'aménagements aussi qui peuvent être de qualité, et en même temps, on a la France moche qu'on peut retrouver, mais beaucoup de conflits d'usage quand même aussi. Mais pas que sur la Côte d'Azur, j'ai envie de dire, sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, il y a beaucoup de conflits d'usage entre la pratique piétonne, cycliste et voiture, on va dire. Voilà, mais c'était très foisonnant, et là, j'avoue, dans ma tête, il y en a un peu dans tous les sens, parce qu'il y avait beaucoup d'informations à ingurgiter. Mais aussi, là, ce qui me vient juste à l'esprit, ce qui est marrant, c'est surtout par rapport à la précédente question. Quand j'ai commencé en fait à marcher sur ce pourtour méditerranéen, j'étais tout de suite dans cette même logique que j'avais lorsque je faisais mes propres études. C'est-à-dire que dès que je traversais un milieu, qu'il soit urbanisé ou non, j'étais dans une approche analytique. J'étais vraiment dans une approche, j'analyse le site pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour comprendre l'histoire, pour comprendre les usages, pour voir les enjeux et quelle orientation on pourrait mener pour améliorer le cadre de vie. Et en fait, il n'y avait pas de lâcher prise. J'étais pas dans ces endroits en mode instant présent. J'étais tout de suite dans une dynamique. J'ai envie de tout comprendre et de voir comment ça peut évoluer plus tard. C'est assez drôle parce qu'au final, au fur et à mesure de mon Tour de France, j'ai appris à lâcher prise et à juste profiter de l'instant et me dire c'est pas grave, je suis pas là pour faire des études. Et donc là aussi, il y a eu une petite évolution qui était intéressante. Mais justement, ensuite, après, quand tu arrives à Nice, tu te lances dans le GR5. Donc, qui va te permettre de traverser à la fois toutes les Alpes, mais aussi le Jura et les Vosges, donc à partir du début de l'été jusqu'à l'automne, accompagné toujours de ton sac à dos. Donc tu poursuis cette expérience de la lenteur, mais cette fois-ci en découvrant des reliefs plus imposants et plus escarpés, peut-être aussi plus sauvages, tu me diras. Est-ce que, même s'il y a énormément de choses à en dire, énormément de détails, je pense, et qu'on ne peut pas revenir dans tous ces détails, est-ce que tu veux nous parler un peu de cette expérience-là ? Est-ce que c'est vraiment une deuxième étape, donc clairement différente de la première ? Comment tu as vécu cette expérience-là ? Alors, c'était compliqué en plein d'aspects, mais c'était aussi un réel bonheur, parce que c'est vrai que surtout le pourtour méditerranéen, j'avais hâte d'arriver dans les Alpes. Les Alpes, c'est un peu ma Madeleine de Proust, donc ça me manquait beaucoup. Le bivouac me manquait aussi beaucoup, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que sur ce pourtour méditerranéen, j'étais essentiellement dans des campings. C'est très rare quand je bivouaquais, parce que c'est énormément urbanisé, ou alors il y a des zones naturelles. Donc on n'est pas censé bivouaquer là-bas. Oui. Voilà. Et donc, le côté bivouac dans les hauteurs, ça me manquait énormément. Ensuite, comme je te disais, il y avait énormément de sursollicitation pour ma part sur le pourtour méditerranéen, parce que j'avais envie de voir plein de choses, de découvrir plein de choses, et passer à côté de ça, ça me frustrait énormément. Mais c'est un apprentissage aussi d'accepter de ne pas pouvoir tout faire, tout voir, et de ne pas tout comprendre aussi. Ça, c'était un gros travail sur moi. Et du coup, revenir dans les Alpes, ça m'a permis vraiment de renouer avec cette lenteur, parce qu'il n'y avait pas toute cette sursollicitation culturelle. Là, pour le coup, j'étais davantage dans des milieux naturels, même si on peut redéfinir la notion de nature et la notion de sauvage. Oui. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, sauvage. En France, il n'y a rien qui n'est sauvage, à part la réserve du lac Clovitel. Voilà, là c'est vraiment la réserve où là, les hommes, l'être humain n'a pas le droit d'y aller. Donc là on peut dire que oui, c'est le seul endroit en France qui peut être sauvage. Voilà, il n'y a que quelques scientifiques qui peuvent y aller, mais sinon personne d'autre. Donc un espace sauvage en France, ça n'existe pas. Un espace naturel, ça dépend ce qu'on met dans la notion de nature. Pour moi, évoluer dans les Alpes, bah oui, c'est toujours plus naturel que sur la côte, parce qu'il y a moins d'aménagement, même si au final, ces grands espaces restent gérés, voilà, et supervisés, parce qu'on essaie de les préserver. Donc il y a toujours une maîtrise humaine dans ces espaces. Donc j'ai vraiment adoré marcher dans les Alpes, même si j'appréhendais un peu, et de fait, parce que beaucoup de blessures encore avec les pieds, donc c'était assez éprouvant. Ensuite, il y avait aussi ce rapport à la performance, je savais que j'allais renouer avec ça. Parce que ce qui est assez magique, c'est qu'on fait partie d'une grande communauté de randonneurs.
dès qu'on va marcher en montagne. Donc il y a vraiment, tout de suite, on se sent pote, on a l'impression de connaître les gens depuis toujours. La discussion vient très rapidement, c'est très fluide, on partage la même passion. Donc il y a vraiment une solidarité qui est ici, c'est très reboostant, on va dire. Mais à côté aussi, on croise des personnes qui sont dans une approche très performative, ou du moins peut-être qu'elles ne le sont pas forcément, mais forcément il y a toujours meilleur que soi sur le plan des kilomètres enchaînés et des dénivelés enchaînés. Et dans mon cas, même si je savais que je fais face à mes propres limites, c'était un challenge aussi d'apprendre à accepter d'avoir des limites et à accepter d'avancer à mon rythme, qui peut être perçu comme lent. Donc ça a été assez compliqué pour moi de faire face à ça, parce que forcément, je me compare et je me dévalorise, donc j'ai dû apprendre. Mais à l'issue des Alpes, au final, j'ai ressenti beaucoup de gratitude. Et là, ça a été très émouvant quand je suis arrivée à Thonon-les-Bains, parce que même si le parcours a été très compliqué d'un point de vue physique, à la fin, j'y suis parvenue. Malgré mes blessures, j'ai pu me reposer, j'ai pu apprendre à mieux gérer mes pieds, à mieux gérer mes genoux, et finalement à accepter de ne pas pouvoir faire plus de 24 km par jour. Alors je te le dis tout de suite, en montagne, j'étais pas à 24 km. Voilà, en montagne, plus tu fais de kilomètres, plus il y a de dénivelé également. Ouais. Donc j'étais plutôt sur une moyenne de 12, 15, exceptionnellement 18, mais là je m'explosais. Et du coup, les dénivelés, non, c'était max 1600, mais même là, je m'explosais. Quand je suis sur du 24 km, c'était plus sur du plat, par exemple. Mais je savais que sur du plat, je pouvais pas faire au-delà, parce que mes pieds ne pouvaient plus. Voilà, je savais que j'allais devoir travailler sur tout ça, et ça a été un grand, grand plaisir. Ensuite, je suis arrivée dans le Jura. Donc là, je ne connaissais pas du tout le Jura. Là, c'était beaucoup plus reposant pour mes pieds, parce que les dénivelés étaient beaucoup moins forts à la journée. C'était beaucoup moins raide aussi, beaucoup moins escarpé. Et là, je découvre un autre univers beaucoup plus... Ouais, c'était des milieux très enchanteurs. C'est aussi un hiver anticipé. C'était beaucoup de pluie, beaucoup de brume, beaucoup d'humidité, des nuitées à 0 degré alors qu'on n'était même pas à la 2e semaine de septembre. Donc c'était assez radical à vivre. Heureusement, j'ai pu compter sur des cabanes pour pouvoir m'abriter le plus possible et éviter de déplanter sous la pluie et en étant tout le temps trempée. Mais du coup, là, ça a été... Alors que c'était hyper éreintant pour le corps, j'ai pu découvrir d'autres aspects de la marche et de la lenteur. Et en fait, il y a eu là aussi un lâcher-prise et juste accéder à un état très beau, très doux, très paisible. Et là, j'ai pu vivre un de mes moments suspendus, on va dire. Un des rares moments suspendus. Ça faisait des jours et des jours qu'il pleuvait, qu'il y avait de l'humidité, que j'étais enveloppée par de la brume, en fait. Et là, j'arpente à la fois des massifs boisés et des clairières. Je suis dans une clairière, il y a beaucoup de brume autour de moi qui enveloppe les arbres. Des fois, je vois les hauts des sapins qui commencent à apparaître face à mon regard. Et au loin, j'entends un oiseau, c'est un milan. Et en fait, il fait des sifflements ondulants. Et là, je me ressens vraiment bien connectée à cet endroit. Je me sens à ma juste place et connectée et soutenue aussi. Enfin, c'était un moment hyper beau. Et j'en aurais vécu d'autres après comme ça, alors que j'étais quand même dans un moment où j'étais censée subir et vraiment morfler. Et au final, je pense que cette mise à disposition du corps dans cette souffrance, entre guillemets, m'a permis d'atteindre cet état-là, quoi. Et ensuite, forcément, je suis tombée malade. Là, j'ai pu compter sur des personnes qui m'ont hébergée, qui m'ont tendu la main, comme plein d'autres, pour me reposer. Et ensuite, je suis arrivée dans les Vosges, où là, c'est encore d'autres univers. Là, c'était moins humide, mais c'était très froid. Beaucoup de vent, donc c'était éreintant également. Et là, il y a moins de cabanes également sur mon parcours, donc j'ai dû quitter le GR5 temporairement pour rejoindre les flancs de coteaux, côté Alsace, en rejoignant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui m'a permis d'aller dans les campings et de profiter de la douche chaude tous les soirs pour éviter de retomber malade. C'est quand même nécessaire. Et là, j'ai pu découvrir les paysages alsaciens. J'ai pu marcher à travers les vignes, donc c'était encore d'autres paysages et c'était juste magique en fait. Et toi, justement, tu avais cette envie aussi de ralentir. Et en même temps, tu me disais dans tes notes que... c'est aussi sur ce GR5, en traversant les Alpes, que tu as eu l'impression de traverser trop vite tous ces territoires. Tu disais avoir l'impression de
pas faire complètement corps, de ne pas avoir la possibilité de découvrir en profondeur chaque espace de ce territoire parce que tu es de passage, tu es en mouvement permanent. Parce que même si la marche est hyper lente, ben, d'une certaine manière, tu es en mouvement et tu faisais pas forcément beaucoup de pauses à ce moment-là, tu as avancé petit à petit. Et tu te dis à ce moment-là qu'il faudrait s'immerger plus, prendre le temps de découvrir davantage, peut-être rester un peu, s'ancrer un peu dans ces territoires. Comment tu vois les choses et tu perçois aussi avec justement cette logique que tu retrouvais beaucoup de performance, de devoir avancer et des personnes peut-être qui faisaient aussi plus que toi. Sur cette notion de lenteur, après la Méditerranée, pour moi, les Alpes, c'était déjà une première lenteur et je renouais vraiment avec cette lenteur. C'est pas dans les Alpes où j'estimais que j'étais pas assez lente. C'était au fur et à mesure, c'était plus vers les Vosges, où là je me dis mais je suis trop rapide, parce que ça faisait déjà plus de 4 mois, et puis en comprenant la Méditerranée, plus de 6 mois que je marchais. Et du coup je pense que c'est à force de marcher, ça devient trop vite. On a envie de marcher encore moins vite. C'est plutôt ça je pense, parce que comme j'évoluais dans des environnements, je me nourrissais de subtilité, je me nourrissais de nuances, je me nourrissais aussi avec un regard attentif, qui était à chaque fois de plus en plus attentif. Et je pense qu'à chaque fois, à force d'aller dans ce détail, on n'est pas assez dans le détail. Je ne sais pas comment m'exprimer. Mais et je pense qu'en fait, voilà, c'est dans cette progression que la lenteur n'était plus assez lente, je pense. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me disais, mais vu que je ne suis que de passage, je ne peux pas appréhender correctement un environnement, un paysage, un milieu. Parce que le milieu, l'environnement, il est mouvant lui aussi, il a sa propre vie. Moi, je suis éphémère dans sa vie, on va dire. Donc je ne vois qu'un aspect, et je ne vois qu'un aspect à travers mes yeux et mon état d'esprit du moment. Et en fait, pour moi, c'était même plus suffisant. J'avais vraiment envie de comprendre sous toutes ses facettes l'environnement dans lequel j'évoluais. Mais ça, en fait, c'est un peu impossible. Mais voilà, j'ai toujours soif de connaissances et soif de comprendre. Et là, je sentais qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappaient parce que j'avais atteint un autre stade de compréhension aussi, je pense. Voilà. Et après, oui, c'est vrai que j'étais toujours dans un mouvement. Donc, c'était éreintant physiquement, mais en même temps, c'était hyper riche d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue connexion avec l'environnement. Après, ce que je veux ajouter aussi avec cette lenteur-là, et par rapport justement aux gens, aux personnes qui peuvent aller plus vite que moi, je me posais la question, qu'est-ce qu'elles voient du paysage ? Après, je parle paysage, mais je parle aussi de l'environnement. C'est-à-dire que, à force d'évoluer dans la lenteur à pied, je me sentais plus seulement face à un paysage, à lire un paysage, je me sentais faire partie d'un environnement. Et j'ai l'impression que du coup, les personnes qui vont plus vite, ou même moi quand je vais plus vite, je ne suis plus dans un environnement, mais je fais face à un paysage. Il y a un rapport sujet-objet, il y a un rapport dominant-dominé, il y a un rapport je me mets en scène, et en même temps, et dans l'autre cas, dans l'environnement, je fais partie d'un tout. Et c'est en faisant partie de ce tout que j'arrive à mieux appréhender les milieux, à mieux les comprendre et à m'en émerveiller, en fait, dans leur soi-disant banalité ou simplicité. Et c'est ça qui est assez beau aussi dans la lenteur, je trouve. Effectivement, il y a la question de la vitesse, mais dans tous les cas, tu faisais une expérience physique du territoire parce que tu traverses ce territoire, donc à chaque fois que tu fais un pas devant l'autre, tu sens le caillou qui est sous ton pied, tu sens ce territoire-là, et c'est pas. Enfin, je pense que l'enveloppe physique, elle sent plus que juste le rapport au pied où tu sens le sol. Enfin, tu connectes avec tout le territoire aussi en tant que tel. Donc, et tu fais l'expérience du dehors, c'est-à-dire que tu dors en bivouac, enfin tu dors en tente, etc. Et tu vis dehors tout le temps, même quand tu parlais des Vosges, là, où tu étais dans la brume, la pluie permanente, t'as cet éveil sensoriel qui s'est fait. Et tu as tous les sens qui sont en alerte et qui rencontrent en fait tout ce qui se passe dans ton environnement. Donc du coup, quand on parle d'environnement, il y a à la fois il y a la flore, il y a la faune, il y a l'ensemble du vivant de manière générale, humain comme non humain. Est-ce que tu veux nous parler du rapport que tu as développé avec le vivant et peut-être les rencontres que tu as été en mesure de faire dans ces territoires, comme tu disais, certes pas sauvages, mais plus naturels que d'autres espaces qu'on a en France et où on peut faire des rencontres qu'on fait pas ailleurs. Dans cet environnement, c'est vrai qu'il y a cette notion de faune, de flore, de vivant, humain ou non humain. Mais ce
qui est important de soulever aussi dans l'environnement, c'est toutes les relations, en fait. Toute cette énergie qu'il y a entre chaque composant, entre chaque vivant, entre chaque être, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est cette logique d'interrelation qui est hyper forte. Et le fait de pouvoir, moi, me sentir évoluer au sein de cet environnement, je me sens connectée à tous ces êtres vivants, en fait. Alors, je me sens connectée, pas de là à parler d'énergie ou de spiritualité, mais je sens que je fais partie d'un tout qui me transcende, mais en même temps, je sens que j'ai ma juste place parmi eux. Comme le caillou, comme le scarabée, comme la limace a sa juste place ici. Et c'est vrai qu'à force d'être dans cette approche lente, j'ai un regard beaucoup plus attentif sur ce qui m'environne. Je m'émerveille plus facilement aussi, comme avec un regard d'enfant. Un regard d'enfant, en fait, qui n'a pas d'a priori. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de sale, il n'y a pas de propre. On prend les choses telles qu'elles sont, et on est curieux, et on est aventureux, on a envie d'apprendre davantage de ces éléments-là. Et c'est ce qui fait que, à un moment donné, j'étais hyper focalisée sur les limaces. Et je me suis surprise plus d'une fois à me concentrer sur les limaces, à les regarder bouger. Et là, j'étais passionnée par la manière dont elles pouvaient bouger, se mouvoir, et voir, alors c'est pas des écailles, mais on va dire toutes les pores de peau, voir comment en fait ça venait se plisser les uns par rapport aux autres, voir un petit peu la bave qui filait derrière, et même les petites bouches, comment elles mangeaient les feuilles. Enfin, je trouvais ça mais tellement mignon, et alors qu'en temps normal, on voit une limace, tout de suite on s'écrie « Ah mon Dieu, mais c'est sale !» Et en fait, en se focalisant sur cette limace, en la regardant régulièrement au fur et à mesure que j'avance, parce qu'il pleuvait tout le temps, donc forcément il y avait plein de limaces, j'étais amenée souvent à l'observer, et ben je trouvais que c'était quand même un être vivant qui était juste beau, magnifique, et qui avait vraiment sa juste place dans cet écosystème. C'est pas un être vivant qui est inutile. Dans les faits, l'écosystème, c'est quoi ? Il y a un maillon qu'on retire, ça va finir par se casser la figure au bout d'un moment. Du coup, cette limace a sa place. Et comme le scarabée aussi, que j'ai beaucoup observé. Il y a un lien qui se tisse, il y a une attention, et si bien que lorsque je marche, je fais beaucoup plus attention à ce qu'il y a sous mes pieds. Régulièrement, je voyais des scarabées écrasés. Ça me mettait pas très bien. Enfin, déjà, depuis que je suis petite, quand je vois un insecte écrasé, ça me met pas forcément en joie. Mais là, c'était encore un peu plus fort, c'était un peu plus charnel, parce que j'étais dans une approche beaucoup plus sensible et beaucoup plus reliée à ces êtres vivants-là. Et si bien que je faisais encore plus attention à là où je pouvais poser mon pied. Pareil, j'étais beaucoup plus dans une observation fine des plantes, des champignons, je pouvais les trouver... Voilà, dans tous ces éléments-là, il y avait vraiment une beauté, il y avait un sublime qui en ressortait en fait. Et j'aimais bien tisser des récits un peu poétiques aussi autour de ces êtres-là. Et je trouvais que ça faisait beaucoup de sens. Donc voilà, il y avait vraiment une approche... c'est même pas juste une approche, mais un lien assez fort à tout ce qui pouvait m'environner et trouver cette juste place dans ce tout. C'était assez beau et je me sentais en même temps dépassée et transcendée parce que je me disais, mais voilà, je suis rien par rapport à tout ça. Et c'est ça qui est très beau aussi. C'est super puissant en fait. Et donc il y a ces rencontres-là. Et à côté, il y a aussi les rencontres humaines et qui sont très riches, davantage dans des milieux peu denses. Parce que du coup, dès qu'on rencontre une personne, il y a un lien qui se fait tout de suite plus rapidement. On est moins dans l'anonymat, on a moins peur de l'étranger, on a envie tout de suite de sympathiser avec une personne, que ce soit un local ou moi en tant que voyageuse. J'en rencontrais pas forcément tous les jours, mais à chaque fois que je rencontrais une personne, il y avait tout de suite un feeling, tout de suite le plaisir de parler avec elle, de discuter. Tout de suite, ça pouvait être des discussions assez passionnées, ça pouvait être très éphémère, 5 minutes, 10 minutes, mais c'était hyper puissant pour moi, si bien que ça me reboostait le moral. Plusieurs fois, je pouvais avoir le moral un peu à râle et pas crête, mais juste avoir parlé avec une personne, mais ça avait enjolivé ma journée. Un truc de malade. Et j'avais retrouvé de l'énergie pour avancer. Et à côté, il y a aussi des personnes qui te tendent la main, et surtout dans des situations très critiques à cause d'un terrain escarpé ou d'une météo très contraignante, type pluie, froid, vent. Là, une personne qui t'offre juste une viennoiserie, ou un café, ou un cake, mais c'est la plus belle personne de ma vie, en fait. Et toutes ces personnes, je pense pas qu'elles se rendent compte du pouvoir qu'elles ont eu sur moi, mais je me souviens de chacune de ces personnes. Je me souviens de leur visage, je me souviens de ces interactions. Non pas parce qu'il y en a pas eu beaucoup sur l'ensemble de mon Tour de France, mais parce qu'à chaque fois, ce sont des actes de générosité et d'échange qui sont vraiment puissants pour moi et qui m'ont aidé à tenir aussi sur la longueur. Et après, il y a ces gens aussi qui t'hébergent, voilà, que tu croises et qui t'hébergent, et ça, c'est magique aussi. Tu rentres dans une intimité, tu rencontres des parcours de vie, et il y a de la richesse partout, en fait. Donc là, tu évoquais avoir fait
un certain nombre de rencontres humaines, un certain nombre de rencontres aussi avec la flore et la faune, et le regard que peuvent avoir un certain nombre de personnes sur justement le périple que tu es en train de réaliser, que tu fais sur le temps long, qui prend du temps, mais aussi qui est une expérience de la solitude. Parce que là, on parle aussi, oui, du GR5. Dans les Alpes, il peut y avoir du monde, tu peux rencontrer un peu de personnes et tout, mais globalement, sur cette expérience, tout au long de la France, il y a une expérience de la solitude et de l'introspection qui est forte et qui se passe tous les jours. Et donc, tu as pas mal de personnes qui disent, mais est-ce que tu n'as pas peur de t'ennuyer au cours de ton périple? Et est-ce que tu n'as pas peur de l'ennui, en fait, qui est un peu l'ennemi moderne de nos sociétés consuméristes et surstimulées, où il faut occuper son temps tout le temps avec multiples activités pour pas qu'il apparaisse, en fait, pour pas que l'ennui soit là. Et d'ailleurs, tu indiques, et c'est en lien aussi au rapport que tu as justement au vivant et à cette connexion que tu as avec ton environnement tous les jours. Tu indiques dans tes notes que tu as fait le choix de refuser la musique pour mieux t'imprégner justement de ce qui se passe autour de toi, pour être plus en phase avec ton milieu. Et tu constates que pas mal de personnes qui pratiquent le trail, par exemple, utilisent des écouteurs Bluetooth pour s'entourer de musique ou d'autres fonds sonores. Comment toi, tu as vécu justement cet ennui et cette solitude, et quel est ton regard sur cette expérience-là, et peut-être aussi sur la façon dont on essaye au quotidien, même dans nos vies, de s'en séparer, En fait, on a peur aussi du silence souvent, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a peur du silence. Après, j'ai envie de dire, dans les montagnes ou dans la forêt, normalement, il n'y a pas de silence. Parce qu'on entend le vent dans l'herbe, dans les feuilles des arbres, on entend le chant des oiseaux, on peut entendre le craquement de troncs aussi, on peut entendre des avalanches de pierres dans les montagnes, voilà, ou l'indice aussi qu'il y a des chamois pas loin. Donc en fait, justement, être alerte au niveau de toutes les sonorités qui peuvent nous environner, c'est super enrichissant. Et ça nous relie encore au monde aussi, j'ai envie de dire. Donc c'est pas si silencieux que ça. Faut voir au-delà de ce silence-là. Quand c'est vraiment silencieux, ça peut exister, eh bien c'est inquiétant. Mais là on en reparlera peut-être. Je pense dans le milieu agricole, avec les cultures intensives. Mais là par rapport à la musique, c'est vrai que depuis que je suis petite, quand je randonne dans les montagnes, j'ai un côté un peu puriste, on va pas se mentir, et un peu obsessionnel, et c'est pas non plus un avantage non plus. Et à chaque fois que je randonne, je me dis non, je n'écoute pas de musique. Je n'écoute pas de musique parce que de un, la musique c'est un obstacle qui va te couper de ton environnement. Alors ok, tu vas continuer à voir ce qui t'environne, tu vas continuer à ressentir charnellement les températures, le vent. Mais l'ouïe, c'est quand même un élément hyper important. Et moi, dans mon éveil sensoriel, c'est justement pouvoir aiguiser davantage mes sens pour être mieux en contact avec le reste. Donc la musique, c'est un obstacle. Donc je voulais pas écouter cette musique pour être mieux connectée et être vraiment dans cette approche lente aussi. Mais par contre, la musique, ce que j'avais pu lire, c'est que c'est un dopant. Et c'est quelque chose qui va nous donner beaucoup plus d'énergie et qui, chimiquement, au niveau de notre cerveau aussi, va nous permettre de nous apporter une force supplémentaire pour avoir plus de puissance dans l'acte sportif. Et je dois avouer, par 2 fois, j'ai utilisé la musique. Voilà. Lors d'ascensions très critiques, en plein cagnard, sans arbre, où je sentais que c'était compliqué. Là, je dis, je mets de la musique. Il faut que je tienne, il faut que j'y arrive avant 14h. Il y a un enjeu, faut pas que je me mette en difficulté. Et là, quand tu écoutes de la musique, tu te mets en scène, en fait. Et là, tu as un rapport paysage, sujet-paysage. T'as plus du tout le rapport environnement. Mais c'est intéressant aussi. Et puis, pourquoi pas l'utiliser pour nous sortir de certaines galères. Après, c'est bien, c'est pas bien. Je suis pas à même de juger. Moi, en tout cas, ça me correspond plus de ne pas écouter de musique que je déambule, lorsque je marche. Même si la musique m'a manqué de temps en temps. Voilà, j'avais envie d'écouter de la musique de temps en temps, donc ça m'arrivait lorsque j'arrivais dans un camping. Là, je disais, bon, il y a un peu d'aménagement, je suis plus dans un environnement naturel, entre guillemets. Je me permets cette petite création humaine dans les oreilles. Et ça fait du bien, parce que la musique, c'est quoi ? C'est des émotions, c'est des sentiments, c'est de l'imaginaire. Donc, ça fait du bien aussi. C'était pas pour chasser l'ennui. La solitude ne me fait pas peur. J'ai eu une histoire avec la solitude subie au début. Et finalement, petit à petit, j'ai fini par apprendre à vivre cette solitude subie et en faire un choix. Voilà.
ma solitude, elle n'est pas choisie par contrainte, elle est choisie parce qu'en fait, ça me correspond aussi. Je suis quelqu'un quand même de très sociable, mais j'ai besoin aussi d'être dans mon cocon pour recharger les batteries. Et donc, ça me fait pas peur. Pour moi, la solitude, c'est aussi un moment pour prendre le temps de penser pour et par soi-même. C'est un temps de l'introspection. Et puis, même si on pense pas forcément, on est juste là. On est dans l'instant présent. On est là. On se nourrit de tout ce qu'on peut ressentir. Et puis, de temps en temps, paf, il y a un éclaircissement, une prise de recul. Ça vient de nulle part. Et là, on se dit, mais c'est ça. Mais je me sens tellement... Mais je comprends mieux. Et alors que quand on est tout le temps entouré, on n'a pas ces moments en fait de repos et de prise de recul et d'introspection. Quand j'étais en bivouac près d'un lac, j'étais juste bien, je contemplais. Voilà, j'étais là. Mais je me disais pas, mon Dieu, je m'ennuie. Parce que de toute manière, la journée, elle est assez cadencée. Le soir, t'arrives, tu plantes, tu manges et en fait, il fait nuit, tu dors, quoi. Donc, ça va quand même très vite. Les seules fois où je pouvais ressentir un sentiment de solitude, c'est quand j'étais dans des milieux beaucoup plus urbanisés. Parce que là, tu vois des afflux touristiques, tu vois des familles, tu vois des amis qui partagent des moments. Et là, tu te dis, là aussi, moi, j'aimerais bien partager ce moment-là. Et là, tu peux ressentir un peu un manque, parce que mine de rien, on est des êtres sociaux et on a besoin aussi de créer un ancrage via la relation humaine. Et puis au final, moi, mon Tour de France, je l'ai vécu quand même globalement seul. Donc moi, je reviens, j'ai personne avec qui je l'ai partagé du point A à un point B et avec qui on peut se rappeler des souvenirs. Je serais toute seule à avoir mes souvenirs, ma version et mes émotions. Voilà, mais je pense que c'est plutôt bien la solitude. Et cet ennui-là aussi, pour rebondir, il y a eu plusieurs fois où je marchais, surtout dans des milieux qui pour moi sont monotones, donc dans des marais, par exemple, ou dans la forêt. Une forêt très peu diversifiée en essence. Je m'ennuie vite, voilà. Et là, en fait, cet ennui-là, il est créatif. C'est comme quand on est enfant. T'es peut-être un peu de ma génération, mais moi j'ai grandi avant les ordinateurs, la PlayStation, et t'es dans ta chambre, il faut bien que tu sois créatif pour faire quelque chose, quoi. Et là, je renouais aussi avec cet élan créatif, et du coup, je chantais beaucoup. Je chante très mal, mais j'avais beaucoup de mélodies qui me venaient en tête, que je créais moi-même. Donc je me suis enregistrée plus d'une fois pour garder ça en stock au cas où. Et en fait, c'est de la création. L'ennui, ça te permet de créer aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre et qui est pourtant important de maintenir dans nos vies. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve ça hyper important aussi. Enfin, c'est même un acte militant en soi de choisir de s'ennuyer, de choisir de ne pas mettre d'activité à tel moment. Et là, en l'occurrence, dans l'expérience de la marche, de choisir de ne pas mettre de musique, par exemple. Mais même au-delà de l'acte militant, c'est aussi un acte pour soi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui nous permet de mieux nous ressentir, ça nous permet de nous exprimer aussi. C'est un moment qu'on se donne pour se reposer, en fait, et essayer d'être dans ce lâcher-prise et cet état aussi de lenteur dans la tête. Il n'y a pas que dans le mouvement, la lenteur, c'est aussi un art de vivre, j'ai envie de dire. Ouais, en tout cas, c'est absolument essentiel dans nos vies. Et une fois arrivé à Metz, tu troques les chaussures de rando et le sac à dos pour le vélo et ses sacoches. C'est un nouveau rapport au territoire qui débute pour toi et un nouveau rapport au temps, aux rencontres, aux paysages. Le rythme de voyage n'est juste pas le même. Les paysages défilent plus vite. Tu rejoins Dunkerque et profites d'une pause hivernale pour faire la Manche à vélo. Par la suite, la deuxième partie de ton Tour de France s'effectue aussi à vélo tout au long de la Vélo maritime et la Vélodyssée, te permettant de parcourir l'ensemble de la face ouest de la France jusqu'à Hendaye. Pour toi, l'expérience du voyage à vélo est-elle différente de celle de la marche ? Comment tu vis cette grande itinérance à vélo ? Quels sont les nouveaux rapports que tu entretiens avec les milieux que tu rencontres ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, à partir du moment où j'ai commencé à marcher dans le Jura puis les Vosges, j'estimais que marcher était déjà trop rapide. Donc passer après de la marche au vélo, c'était assez brutal. Parce que là, c'est une autre vitesse. Donc comme tu dis, c'est aussi un autre rapport au territoire. Pour moi, ça allait beaucoup trop vite. Et en même temps, ça a ses avantages parce que faut penser au ravitaillement en eau et en nourriture. Quand tu es à pied et que tu dis que ton ravitaillement il a 5 km, c'est quand même assez compliqué. Surtout s'il n'est pas sur ton parcours. À vélo, 5 km, ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc, on va dire que la gestion du temps et l'organisation est complètement facilitée à vélo. On a vite accès aux ressources, en fait. Ce qui n'est pas le cas à pied, où là, ça demande quand même une certaine logistique et une anticipation pour ne pas se mettre en galère.
Donc là, c'était un des points avantageux que je trouvais à travers le vélo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le vélo, c'est la première fois que j'en faisais. Je n'ai jamais fait d'itinérance à vélo, donc je débutais totalement. Et je n'avais pas le vélo type gravel, j'avais vraiment un vieux VTT sur lequel j'ai mis des sacoches. Donc c'était plutôt pratique parce que ça m'a permis de passer un peu plus partout, on va dire. Je pouvais prendre des voies agricoles et forestières alors qu'on était en plein mois de novembre, donc dans la boue. Avec un gravel ou un vélo de route, j'aurais jamais pu. Et pourtant, même avec mon VTT, des fois, la boue se bloquait dans les fourches, donc je pouvais même pas rouler. Il fallait que j'enlève à la main la boue et les feuilles de maïs. C'était un calvaire, mais ça fait partie de l'aventure. Mais voilà, c'est pas la même vitesse, donc les paysages défilent plus vite. Et là, je parle de paysages, pourquoi ? Parce que sur le vélo, j'avais pas l'impression de me déplacer dans un environnement. Pour moi, j'étais déconnectée de l'environnement parce que j'étais sur une machine, un outil, le vélo. Le vélo faisait obstacle avec un ancrage au sol. Le mouvement, il naît d'une mécanique qui n'est pas naturelle, entre guillemets, parce que je dois m'adapter à un outil pour avancer. Et en fait, tout ça fait que je me sentais beaucoup moins connectée à la terre, beaucoup moins connectée à mes sens, mais par rapport à ce qui m'environnait. Donc c'était un obstacle, et pour moi, c'était des paysages qui défilaient, mais en plus qui défilaient hyper vite. Donc plusieurs fois, j'étais frustrée, parce que je passais vite à certains endroits alors que j'aurais voulu m'arrêter pour humer davantage le milieu, pour mieux observer le petit scarabée que j'ai vu un peu trop tard. Bon, à vélo, je ne les voyais pas. Mais voilà, il y avait toutes ces choses-là en fait, que je perdais et qui me manquaient énormément. Et alors au début, ça m'avait paru assez flagrant, mais progressivement, à force de pédaler, c'était de moins en moins évident. Mais la première fois que j'étais sur le vélo, au bout de 2 heures, quand je posais mes pieds au sol, je me sentais revivre. Je ressentais la terre sous mes pieds. Et je sentais que ça venait m'inonder le corps. Enfin, j'ai pas envie de parler d'énergie, parce que je suis pas non plus dans cette vibe-là, mais voilà, je dirais qu'il y avait un rapport plus franc, une fois que je posais le pied au sol. Et le vélo me permettait pas d'avoir ce rapport-là. Donc, ça changeait beaucoup de choses. Même si en termes de sens, on ressent toujours, et même d'ailleurs plus fort sur certains aspects. Par exemple, le vent, c'est quand même notre ennemi à vélo. Hein. Donc là, oui, le bras nu, il va ressentir le vent. Pareil, quand il fait froid, et que tu pédales, tu vas avoir encore plus froid. Quand il fait chaud, tu ressens quand même un peu la chaleur sur le bras. Enfin, il y a quand même ces nuances qu'on continue de ressentir, mais différemment que lorsque tu es en marche, on va dire. Ensuite, moi, je trouve qu'il y avait un peu un handicap avec le vélo. C'est vraiment c'est pas ma tasse de thé. Je suis team marche, voilà, je suis pas team vélo, je l'avoue, même si c'est assez bien fait. C'est assez bien fait parce que déjà, ça abîme beaucoup moins le corps. Au niveau des articulations et des pieds, je n'avais plus de problème. Là, tant que j'étais sur le vélo, j'étais jamais blessée. Donc ça, c'était un point positif. Par contre, y a un autre rapport à la voiture et aux piétons. Je peux pas passer partout, contrairement à la marche. Avec la marche, je peux prendre des sentiers. À vélo, je suis obligée de passer essentiellement sur des voies de campagne, enfin sur des routes de campagne. Donc là, il y a quand même l'enjeu voiture. Et là, on se sent un peu plus en danger, parce qu'on nous frôle. Même un camion qui peut nous frôler. Donc on est en insécurité quand même, beaucoup plus que quand t'es piéton, où tu peux te décaler et prendre des chemins. Ensuite, il y a le rapport aussi en ville. Quand t'es en ville avec ton vélo, tu sens que t'es pas désiré par les piétons, t'es pas désiré par les voitures. En fait, t'as pas ta place. Et puis, quand moi je suis en ville, je préfère marcher pour mieux explorer aussi les bâtiments, les ruelles. Donc, je suis avec mon vélo sur le côté chargé. Donc, je prends beaucoup de place. Je me sens encombrante. Et je me sens encombrée du vélo avec ses sacoches. Pourquoi je pose pas le vélo sur le côté ? Parce qu'il a ses sacoches. Et mine de rien, il y a quand même le peur du vol. Même si c'est que matériel, t'as pas trop envie qu'on te vole tout ton équipement. C'est quand même grâce à lui que tu peux pédaler, te nourrir et puis dormir, faire ta popote. Enfin, voilà. Donc, c'est tous ces petits trucs-là qui font que l'expérience à vélo, je l'ai moins aimée. Et je me suis sentie moins proche des milieux que je parcourais, même si j'ai quand même énormément appris. Mais voilà, c'était des points qui, pour moi, j'ai subissé plus qu'autre chose. Et pareil, sur les littorales, je suivais globalement un itinéraire qui était déjà préconstruit, mais je faisais plusieurs allers-retours pour me rapprocher au plus près de certaines pointes. Alors qu'à pied, j'aurais pu vraiment être à ces pointes-là d'un parcours A à B, on va dire. Donc tu l'évoquais, à la fois tu as évolué en milieu naturel, mais aussi en milieu urbain, avec ce cas du vélo qui devient un indésirable. C'est aussi dangereux quand on est un piéton, avec justement les voitures, etc. Ce que tu disais aussi, c'est qu'après avoir été immergé dans des espaces naturels et peu densifiés,
en l'occurrence par exemple, comme tu disais, dans les Alpes, dans les Vosges, dans le Jura, l'arrivée dans des espaces urbanisés est souvent vécue avec violence. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une sensation que moi aussi j'ai beaucoup vécue lors d'itinérance à pied. Et je suis en total accord avec ce que tu as ressenti. C'est une violence vécue en profondeur dans le corps. Et il y a tout un tas d'agressions diverses. Il y a notamment le bruit. Il y a les voitures, il y a tout un tas de stimulés différents, les publicités, les écrans, tout ça. Et tu indiques que l'ouverture aux sensibles progressive qu'a entraîné l'itinérance à pied en milieu naturel, le fait d'avoir justement des sens plus éveillés, de t'être reconnecté avec cette forte sensibilité dans ton rapport à la richesse du vivant en toi, autour de toi, ça se traduit en conséquence aussi par une plus grande violence de ces agressions urbaines. Ça pompe ton énergie. Comment tu as vécu les choses vraiment de manière physique? Non, tu as très bien expliqué les choses. C'est vrai que dès lors que tes sens ont été davantage éveillés, une fois que tu arrives en milieu urbain, c'est tout de suite une agression en fait. C'est une agression physique. C'est une agression physique, mais aussi après, comme tu te sens agressé, tu l'intériorises et psychiquement, c'est pas si évident que ça non plus. Après, ça dépend des milieux urbains. Ça dépend si on est dans des zones plus piétonnes, un peu plus calmes, s'il y a des arbres, des squares. Enfin, ça dépend vraiment de l'aménagement du milieu urbain. Et c'est vrai, là, en fait, ça a été quand même un peu une grosse claque de ressentir tout ça. C'est une agression que j'ai ressentie vraiment frontalement, alors que ordinairement, je vis en milieu urbain, dans l'hypercentre. C'est des micro-agressions que je ressens, mais toutes ces petites micro-agressions, elles sont banalisées et pourtant c'est elles qui vont générer du stress et du coup une fatigue physique, mais aussi psychique, avec une charge mentale. Parce qu'en fait, tout ça, ça génère beaucoup trop de sursollicitation, de stimuli agressifs. Et c'est pour ça aussi que je pense que en milieu urbain, on commence à péter un câble, quoi. Et on va pas se mentir, et c'est pour ça que la nature nous fait du bien. Et c'est pas normal d'avoir un milieu urbain, et pour s'oxygéner, il faut aller en pleine nature. Là où je vis, par exemple, on dit c'est sympa parce qu'on est dans un milieu où on peut vite sortir de la ville et profiter des alentours. En fait, on ne devrait même pas penser comme ça. On devrait se dire que la ville, elle est juste habitable, elle est juste vivable et pérenne. C'est juste un lieu où tu peux déjà t'oxygéner, tu peux créer de la relation avec d'autres gens. Du coup, ça remet vraiment en question le modèle urbain d'aujourd'hui et ce vers quoi il faudrait tendre. Donc c'est vrai qu'il y a cette pollution sonore, donc qui passe par la voiture, mais aussi les transports en commun, la clim, les marteaux-piqueurs, enfin il y a plein de choses. Il y a aussi cette pollution visuelle avec la publicité, des couleurs criardes, des néons. Tout ça vient nous fatiguer. Et l'idée, c'est peut-être de ramener un peu plus de lenteur. Là, je parle tout le temps de la lenteur, mais en fait, je trouve que ça fait sens de ramener de la lenteur en ville. Parce qu'on est tout le temps dans une frénésie, que ce soit dans le mouvement avec les modes de déplacement, que ce soit dans les relations aussi entre personnes. La ville, c'est quoi? C'est l'anonymat essentiellement. On reste dans sa propre bulle. Et je pense qu'amener de la lenteur dans la ville, ça permettrait de ramener aussi des relations plus authentiques, plus chaleureuses, plus conviviales et du coup à terme aussi solidaires. Et ça passe par quoi? Ça passe par des aménagements beaucoup plus frugaux. Voilà. Et je pense qu'il faut ramener de la nature en ville. Et quand c'est nature en ville, c'est pas juste un arbre, c'est aussi revoir un peu le sol et son épaisseur et sa fertilité. C'est recréer aussi du lien d'un quartier à l'autre, permettre aux piétons, à la poussette, à l'enfant, au vélo de circuler en sécurité dans un cadre beaucoup plus végétalisé, beaucoup plus adapté aussi après au changement climatique. Enfin, il y a plein de réflexions à avoir qui sont déjà en cours, mais qui sont à mettre encore plus en avant et à assumer en fait jusqu'au bout. Mais je pense vraiment qu'il y a ce côté ramener le paysage en ville et ramener de la lenteur en ville pour essayer que ce soit des cadres vraiment habitables en fait. Je pense qu'on oublie complètement la notion de habiter au final. Et la ville, c'est de plus en plus dense, donc ça dépend comment on traite la densité, mais c'est un lieu où beaucoup de gens sont agglutinés et vivent, et il faut rendre ça habitable. Ouais, c'est un peu un choc des mondes, parce que on a ce monde-là de la révolution industrielle avec l'arrivée de la voiture, et cette omniprésence de la voiture en ville, et le fait qu'on veut garder sa présence, parce qu'elle nous paraît essentielle pour se déplacer. On a besoin de faire les choses rapidement, de passer d'une chose à une autre, etc. Et du coup, on veut aller toujours plus vite. Et du coup, il y a ces chocs un peu qui se confrontent entre ce besoin de ralentissement et en même temps ce besoin d'aller plus vite, qui, je trouve, se matérialise bien à la place qu'on donne à la voiture en ville et aussi
à toutes les tensions que ça peut créer, toutes les critiques qui peuvent se faire dès lors qu'on prend une loi pour enlever des voies et mettre des pistes cyclables, etc. Toutes les tensions, tous les conflits que ça crée, parce qu'il y a ce rapport aussi corporel qu'on a avec la voiture, cet attachement qui s'est fait à cet objet-là en particulier, avec lequel on a un contact hyper régulier tous les jours pour la plupart des Français et des Françaises. On se retrouve dans le choc des mondes. Et là, on parlait justement de l'ouverture sensorielle progressive que tu as faite. Elle te profite aussi d'une autre manière, parce qu'elle te permet de vivre une approche sensible du bâti. Ton regard qui s'est plus aiguisé au contact du vivant t'aide à être plus attentive aussi aux détails des beautés architecturales. Tu perçois et vis les territoires au travers de ton regard d'architecte, d'urbaniste et aussi de passionné d'art. On l'a vu justement tout au long de ton périple. Et avant ton Tour de France, tu disais avoir déjà développé un rapport obsessionnel et gargantuesque à l'art, et notamment au patrimoine bâti. Et depuis que tu t'inscris dans une lenteur physique, c'est devenu systématique. Tu prends le temps d'observer les œuvres, d'étudier un peu l'aménagement des espaces publics. Le territoire que tu arpentes se révèle sous un nouveau jour. Est-ce que tu veux nous parler de tes expériences de rencontres architecturales, des rapports que tu as pu développer avec le bâti ? Alors, depuis quasiment toujours, j'ai envie de dire, j'ai un rapport très particulier avec le patrimoine, et notamment le patrimoine bâti. J'ai toujours été passionnée par ça. Pourquoi j'ai été passionnée par ça, je ne sais pas trop. Je pense qu'initialement, c'est parce qu'un patrimoine est porteur d'histoire. Un bâtiment, c'est un volume qui s'est construit à partir de matériaux. Et il y a un ordonnancement des matériaux entre eux, avec l'appareillage des briques, des moellons de pierre. Et puis il y a aussi un ordonnancement en façade avec les ouvertures. Et tout ça, ça raconte une histoire, ça raconte des fonctionnalités et ça raconte des pans de vie, parce qu'aussi le patrimoine est évolutif. Donc il y a plusieurs strates d'histoire qui se racontent à travers un bâtiment. Et je pense que ça m'a toujours transportée dans des imaginaires sûrement souvent hypothétiques, parce que je n'allais pas non plus chercher l'histoire dans les archives de tel bâtiment, mais avec l'école d'architecture, j'ai appris à lire en fait des bâtiments. Donc maintenant, j'ai aussi des automatismes dans la lecture par rapport aux grands courants architecturaux qui ont rythmé l'histoire de France, mais aussi l'histoire du monde, parce que c'est quand même assez lié. Donc voilà, il y a toute une richesse à travers ça, narrative, et qui m'a toujours passionnée en fait. Donc là, dans le cadre de ces Tours de France, c'est pas nouveau, cette sensibilité pour ce patrimoine. Par contre, effectivement, j'ai remarqué que ce rapport gargantuesque, comme tu le dis, il était encore plus fort et limite plus obsessionnel et impulsif en fait. C'est vrai que j'ai un peu de mal à expliquer ça. Mais dès lors que je vois une façade ou que je m'attache à peut-être 1 mètre carré d'un bout de façade avec les matériaux, j'ai envie de le manger. Enfin, c'est comme une tarte à la fraise avec de la bonne chantilly. Et ben, quand je vois certaines façades, et ben, je ressens la même chose. Donc j'ai besoin de toucher et en fait, regarder avec les yeux, c'est pas suffisant. Je dévore avec les yeux. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais il y a un rapport très charnel. Et le fait de faire ce Tour de France où les sens sont encore plus éveillés, autant dire que le rapport Chanel, il a été complètement plus intensifié. C'en était même frustrant parce que je ne pouvais pas la manger, cette pierre. C'est un peu délirant de dire ça, mais je vais pas non plus manger de la pierre, je pense que j'aimerais pas du tout. Mais voilà, c'est quelque chose de très passionnel en fait que j'entretiens avec la pierre, le matériau et avec les bâtiments en général. Et c'est vrai que ce Tour de France, je parle souvent de mosaïque paysagère, mais il y a aussi cette mosaïque architecturale et notamment au niveau du patrimoine. Donc j'ai pu voir plusieurs types de constructions qui sont propres à des territoires. Et dans ces constructions propres à leur territoire, certains reprennent des mêmes codes qu'on retrouve à l'échelle nationale, parce qu'il y a des grands courants architecturaux. Et c'est quoi un courant architectural ? C'est un mouvement, c'est un style qui vient refléter en fait l'état de la société. La société a été mouvante au fur et à mesure de son histoire, donc le style architectural aussi. Je me gavais partout, que ce soit en milieu rural avec un petit corps de ferme ou le petit chalet d'alpage ou le refuge un peu plus contemporain. Après, je vais en ville, donc là, on va voir en cœur de bourg des maisons mitoyennes. Après, on va pouvoir voir des hôtels particuliers ou alors des bâtiments institutionnels. Là, il y aura de la Renaissance, du gothique, du baroque. Ça va dans tous les sens. Et moi, j'y vois surtout un côté très esthétique. Il y a une poésie à travers ça et puis des histoires. Une histoire collective, mais aussi des histoires individuelles. J'aime imaginer les personnes qui ont pu habiter à ces endroits-ci. Quel pouvait être leur profil, quelle pouvait être leur vie. Et le bâtiment, il peut parler un peu de tout ça. Et est-ce que tu veux nous donner quelques exemples de rencontres architecturales que tu as faites et qui, toi, justement, t'ont transporté, je sais pas, ou
Alors, c'est vrai que sur ce Tour de France, il y a eu des découvertes, mais aussi des redécouvertes. Redécouvertes, parce que j'avais déjà arpenté ces territoires-là, mais là, avec des nouveaux yeux, une nouvelle sensibilité, une nouvelle approche, donc une attention aussi mieux portée sur tel détail ou sur une manière de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents par rapport à tel type de construction, par rapport à son environnement. Ce que j'ai pas dit, c'est que le patrimoine, il dépend aussi d'un territoire, il dépend d'un contexte. Alors, ça dépend de quel patrimoine on parle. Là, je parlais du patrimoine vernaculaire. Donc ceux qui remontent à 1-2 siècles, hein, parce qu'après on est rentré dans l'ère du modernisme, donc là c'était encore une autre conception des choses. Mais ce patrimoine vernaculaire, en fait, ce sont des bâtisses qui vont vraiment s'adapter à leur contexte, donc qui vont s'adapter au climat, qui vont s'adapter au type de sol, qui vont puiser en fait dans les ressources locales, donc ça évite le déplacement. Ils vont essayer d'être dans un usage raisonné aussi de ces ressources locales, ils vont organiser aussi les ouvertures en façade de manière intelligente par rapport à la météo, par rapport à l'orientation, par rapport au sens dominant des vents. Donc en fait, le patrimoine vernaculaire, c'est quand même des bâtisses qui ont été construites en toute bonne intelligence, qu'on a un peu perdu en cours de route, et qui s'est construit donc par rapport à l'âme des lieux, donc ce qu'on appelle le genius loci. Ça vient s'insérer dans l'esprit des lieux, ça vient rentrer en adéquation et en synergie avec l'environnement pour pas non plus lui porter préjudice, mais aussi pour mieux s'adapter au climat et à la météo. Mais ça se construit aussi autour de coutumes, autour de valeurs, autour des usages de telle terre, des modes de vie des communautés. Et tout ça, ça va dépendre aussi d'un territoire à l'autre. Chaque territoire avait sa propre vie communautaire, sa propre culture, ses propres coutumes, influencées souvent aussi par les frontières, par les pays frontaliers. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de la France, il y a énormément de styles architecturaux qui vont dépendre de ces matériaux qu'on trouve sur place, de ces savoir-faire, de ces modes constructifs. Et moi, ce qui m'a beaucoup animée, c'est notamment la brique dans le Nord. J'ai été émerveillée en fait par ces bâtisses en briques rouges. En plus, il faisait très mauvais quand j'y étais, donc c'était vraiment un ciel chargé, gris, et cette brique venait apporter une couleur vraiment chatoyante, et ça venait réchauffer le cœur. Et je trouvais ça assez beau aussi, les appareillages entre les briquettes, entre elles, il pouvait y avoir plusieurs motifs qui en émanaient. Donc il y avait aussi une bonne créativité à partir d'un matériau simple et d'un appareillage simple. Donc ça m'avait vraiment fascinée. Également, les grandes cités ouvrières, les corons, qui sont pour beaucoup classées UNESCO. Enfin, c'est assez démentiel de voir tout ça. À côté, j'ai été hyper sensible et touchée par Metz. Voilà, quand j'en parle autour de moi, on me dit « Metz, mais pourquoi Metz ?» Non, Metz, c'est un de mes coups de cœur également, avec sa pierre de Jaumont. C'est une pierre dorée qui vient illuminer la ville et qui est souvent utilisée aussi pour travailler les décorations en façade. C'est vraiment magnifique. À côté, il y a le pays alsacien avec ses maisons à colombage, très colorées aussi. Et les maisons à colombage en Alsace, au-delà du torchis qui est coloré, au niveau des solives, il y a beaucoup de détails, de sculptures qui viennent agrémenter et enrichir ces façades. À côté, on retrouve aussi des colombages en Normandie, mais celles-ci, elles sont peintes. Voilà, elles vont être plus sobres aussi dans le dessin. On en trouve aussi un peu en Bretagne. J'aime beaucoup aussi les chaumières en Normandie, voilà, avec leurs toitures de chaume qui sont faites pour résister au climat un peu humide aussi, pour isoler. On va voir les petites bâtisses bretonnes avec vraiment du granit. Elles vont être très épaisses pour faire face au vent océanique. Il y aura le Pays Basque aussi. Je ne sais plus comment s'appelle ce type de ferme, mais bon, on va voir le contraste entre le blanc et le rouge sang. Voilà, chaque portion de territoire a vraiment ses petites particularités et qui raconte vraiment une histoire. Une histoire et des influences, donc des influences culturelles, géographiques, sociales, mais aussi économiques, voilà, liées à des pans de l'histoire particuliers. Et ces particularismes locaux dont tu parles, ces identités régionales qui se sont construites au fil des siècles, notamment autour de patrimoines forts et différenciés, je pense notamment au rapport au langage, les patois, les langues régionales, mais aussi à la gastronomie, à diverses traditions, façons d'être au monde aussi. Elles font face, depuis un moment maintenant, à un processus de standardisation puissant qui entraîne l'effacement progressif de ces identités, de ces patrimoines. Et c'est aussi le cas du bâti. Les logiques capitalistes aménagent fortement les lieux, vident les territoires de leur essence et appauvrissent celles-ci dans le même temps. Tu parles notamment d'un processus de loisirification des territoires. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce processus-là ? Ouais, alors ce processus de loisirification,
Je pense à terrain de jeu. On parle souvent d'un endroit, d'un lieu qui est super parce que c'est un bon terrain de jeu. Et moi-même, j'ai beaucoup abusé de cette notion-là en disant j'adore les Alpes et randonner là-bas, c'est un bon terrain de jeu. Et au final, on objectise encore un paysage, un environnement, un socle vivant, alors que c'est beaucoup plus qu'un terrain de jeu. Enfin, c'est pas censé être un terrain de jeu d'ailleurs, on est censé le considérer pour ce qu'il est et pour toute sa substance qu'il a apportée. Et son rôle aussi dans ce côté planète, écosystème, quoi. Et ce processus de loisirification, c'est quoi ? Moi, dans le cadre de mon Tour de France, j'ai remarqué que le territoire, il devenait de plus en plus un terrain de jeu. Parce que c'est quoi ? C'est un support de loisirs. Dans une logique d'aménagement par et pour le tourisme, où on va finalement puiser dans la ressource, puiser dans la substance et effacer l'essence même du territoire, de ce qu'il est. Donc son histoire, sa richesse culturelle, mais également l'environnement, avec les logiques de biodiversité qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est un peu un carnage, on va pas se mentir. Avant de vivre ce périple, je le voyais bien, ce processus à l'œuvre. Enfin, je pense que n'importe qui le voit. Le fait de marcher, ou de pédaler, mais surtout de marcher, tu le ressens dans ta chair. Tu le ressens dans ta chair. Tu sens que cette portion de territoire, que ce milieu-là, il est impacté, il subit, il s'appauvrit et il se détruit. Tu ressens toi-même ces saignées-là, ces scarifications. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'était difficile pour moi de faire face à ce genre de choses. Alors après, il y a eu plusieurs observations. D'abord, le premier élément qui m'avait sauté à l'œil, c'était sur ce pourtour méditerranéen où je cherchais à tout prix des campings pour dormir sous ma tente parce que c'était pas possible de bivouaquer. Là, t'appelles des campings et en fait, ils te disent c'est pour quelle location ? Non, c'est pas une location. Moi, je veux camper. Ah, mais on n'accueille pas les tentes et les caravanes. Alors pourquoi vous êtes un camping ? On perd la notion de camping. Et en fait, je constate de plus en plus que sur ce pourtour méditerranéen, mais comme après sur la façade atlantique au niveau du sud, c'est beaucoup de grands complexes en termes de camping qui commencent à émerger, qui vivent en vase clos, qui sont vraiment enclavés et déconnectés du territoire. Donc, il n'y a même pas de lien qui se fait. Et en fait, c'est vraiment une mini-ville à l'intérieur, un temple de l'animation et de la consommation, on va pas se mentir, avec des grandes infrastructures, piscines, pas manège, mais presque, en fait. Et en fait, c'est assez démesuré. Et on pense camping, donc on se dit que ça a très peu d'impact sur le territoire, mais au final, il y a quand même énormément de fondations, il y a quand même énormément de flux, donc ça va quand même avoir un impact sur le territoire, l'impact carbone aussi, et ça va avoir un impact après, à terme, sur les populations locales. Et ensuite, il y a aussi une autre logique, c'est de plus en plus ces campings privés qui rachètent des campings municipaux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais les campings municipaux, c'était accessible à n'importe quelle bourse. Le camping privé, beaucoup moins, parce que ils proposent de nouvelles prestations de services. Du coup, on va augmenter les tarifs, donc on trie aussi la clientèle qu'on veut. Et finalement, on trie les personnes qui vont venir sur ce territoire. Il y a plein de choses qui en émergent. Et moi, je trouve que ça pose quand même pas mal de problèmes, ce processus de loisirification, en fait. Et chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure on parlait du patrimoine, j'ai surtout insisté sur le patrimoine vernaculaire et après les grands courants architecturaux. Mais il y en a un dont je n'ai pas parlé, c'est le modernisme, qui marque quand même le XXe siècle, suite à la révolution industrielle et surtout avec l'après-guerre. Ce modernisme, on est dans une logique d'industrialisation de l'acte de bâtir, de standardisation. Ça permettait de construire vite et à bas coût. Il y a eu des points positifs, parce que ça permettait de loger une plus grande partie de la population rapidement, et pas de les laisser à la rue ou dans des bunkers pour s'héberger. Ça leur a permis aussi de gagner en confort de vie. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours replacer un contexte aussi sociétal, économique. Donc, le modernisme a eu quand même beaucoup de bien aussi. Mais il a aussi beaucoup de travers, et on s'en rend compte aujourd'hui, parce qu'avant, on n'avait pas le recul nécessaire. Et ce processus de loisirification, ça reprend un peu les mêmes logiques que le modernisme au final. C'est un peu le côté, on va rationaliser un peu le territoire dans la logique d'aménagement. On va aménager en mode zoning, donc on va distinguer des secteurs pour le logement, des secteurs pour l'économie, des secteurs pour le loisir. Mais ça marche pas en fait comme ça. Et du coup, ça, je rebondis par rapport au fait que tu parlais de la voiture qui induit un mouvement rapide. Mais pourquoi on a la voiture ? Parce qu'à la fois, c'est un prestige social pour les personnes qui ont peu de revenus, mais en même temps, ça permet aussi de relier les distances, parce que l'aménagement, c'est fait à chaque fois en mode zoning. Et il faut relier ces longues distances à chaque fois. Et la laserification, ça rentre aussi dans le même processus.
Et donc effectivement, on voit que les impacts, ils sont nombreux et qu'ils sont de tout type, parce qu'on peut facilement voir les impacts environnementaux, on en parle pas mal aussi, mais il y a des impacts sociaux, il y a des impacts culturels. Quand on pense aussi à ces processus, on pense notamment à des territoires spécifiques. Là, tu parlais du littoral, il y a aussi la montagne, des espaces de loisirs, mais qui tendent à le devenir toujours plus au nom du tourisme. Quelles sont, toi, les observations justement que tu as faites à ce niveau-là? Alors, c'est vrai qu'on a des territoires qui sont assez distincts selon où on se trouve en France. Les territoires qui sont énormément loisirifiés, c'est surtout au niveau du littoral et au niveau des montagnes. Voilà, le littoral, c'est tout ce qui est station balnéaire. En montagne, ça va être tout ce qui est station de ski, initialement. Maintenant, on tend de plus en plus vers une logique de station d'été pour essayer de pallier à quelques problématiques économiques. Il y a plusieurs choses. Là, j'ai déjà parlé un peu des stations balnéaires. Sur le pourtour méditerranéen, j'ai pu constater qu'il y avait des grands aménagements autour de marinas. Ça vient de la mission Racine, en fait. C'est dans les années 60. L'État, qui avant avait les compétences de planification et d'aménagement du territoire, a lancé de grands travaux d'aménagement pour créer justement ces stations balnéaires ex nihilo, de manière à capter un grand tourisme, à la fois les touristes étrangers, mais aussi touristes français, parce qu'on est dans une ère avec les congés payés, on a un peu plus de pouvoir d'achat, les vacances se démocratisent. Donc l'idée, c'était de proposer justement des espaces de loisirs et de détente au plus grand nombre. Et en fait, ce qu'on observe au sein de ces stations balnéaires, conçues de toutes pièces, mais comme les autres qui sont nées depuis un petit village de pêcheurs et qui se sont étalées, c'est justement une urbanisation croissante, donc un étalement urbain, qui vient du coup grignoter à chaque fois sur les terres naturelles, agricoles. Donc ça vient créer aussi beaucoup plus de voiries. Donc là, par exemple, on artificialise, on bétonise beaucoup plus le territoire. Donc ça a quand même un impact carbone, mais aussi en termes d'appauvrissement des sols. Ça attire beaucoup plus de gens à chaque fois. Donc la surfréquentation, le tourisme de masse, ça vient également impacter la biodiversité, la faune, la flore. Voilà, ça crée vraiment un impact environnemental. Au-delà de l'impact environnemental, on va aussi voir des petits soucis sociaux quand même. C'est-à-dire qu'il y a un processus de gentrification. Déjà, en construisant ces grandes opérations de marina, mais également les stations de ski, on a dû exproprier des personnes qui avant avaient son petit lopin de terre. On l'a exproprié pour le plus grand nombre. Donc déjà, il y a eu des tensions sociales quand ça a été fait. À la fois, ça a servi l'économie locale, mais il y a eu quand même des tensions sociales. Aujourd'hui, ça sert l'économie locale, mais ça sert l'économie locale sur une temporalité qui est quand même discontinue. C'est-à-dire, c'est surtout sur le temps de l'été. Au-delà de l'été, on n'a pas trop d'autres alternatives économiques parce qu'en fait, on a grignoté le territoire pour des loisirs. Donc, il n'y a plus de quoi pêcher, plus de quoi faire de l'agriculture. Donc, en fait, on est vraiment sur une mono-économie et ce qui ne permet pas en fait, de faire face à diverses problématiques, à divers incidents. Je pense au Covid, par exemple. Quand il y a eu le Covid, tous les acteurs du tourisme, ils étaient un peu mal barrés quand même. Ça montre un peu déjà cette problématique-là. Ensuite, il y a le problème des résidences secondaires. Moi, en passant dans ces stations balnéaires, mais aussi dans des stations de ski, on voit qu'il y a énormément de résidences secondaires. C'est-à-dire qu'on y vit très peu à l'année, selon les stations, bien sûr. Il y en a qui vivent un peu mieux à l'année. Mais du coup, il y a beaucoup de résidences secondaires, donc des lits froids. Pourtant, il y a quand même des populations à l'échelle du territoire qui ont besoin de se loger. Mais dans ces stations-là, c'est beaucoup trop cher. Donc, ils vont se loger loin, mais en devant travailler dans ces endroits-là. Donc ça va créer encore plus de déplacements voiture, parce que les transports en commun ne sont pas forcément développés à chaque fois. Ils peuvent exister, mais pendant la saison touristique, pas au-delà. Pareil, ces stations balnéaires, il y a plein de services, il y a plein de commerces, mais pendant la saison touristique. Quand il n'y a plus de saison touristique, il n'y a plus la poste temporaire, il n'y a plus le bar-tabac temporaire. Donc tout ça, ça vient quand même créer un problème pour vivre en mode proximité à l'échelle de toute l'année. Et ensuite, c'est aussi maintenir une précarité de l'emploi, parce que ce sont surtout des emplois saisonniers. Donc une fois que tu as fait ta saison, toi, il faut que tu trouves un autre poste ailleurs. Donc finalement, se dire on vit ici à l'année, c'est un peu compliqué, parce que rien n'est fait pour que tu puisses vivre à l'année en termes d'économie, mais aussi en termes d'accès au logement. Et ça fait beaucoup de lits froids, en fait. Et ce que je constate aussi, c'est que du coup, tu as des villes, des stations qui, une partie de l'année, ne vivent pas. C'est mort. C'est mort. Les volets sont vraiment fermés. Et ensuite, autre souci, c'est que initialement dans ces stations-là, on pouvait avoir du petit patrimoine. Mais de plus en plus, ce petit patrimoine, je pense à Argelès-sur-Mer, il y a tout un quartier où c'est des villas. Progressivement, ces villas sont rachetées par des promoteurs
pour densifier et créer de gros logements collectifs. C'est pas pour du logement collectif à l'année, c'est des cellules touristiques. Donc on reste sur des petits gabarits d'habitat, de logements, donc en fait qui sont voués à être habités à la semaine à chaque fois, mais pas pour un an. Donc la reconversion de ces bâtiments est quand même très compliquée. Donc non seulement on est en train de détruire du patrimoine et du coup un héritage culturel, historique, sociétal, mais en plus pour recréer en fait des bâtisses qui sont vouées qu'à une seule fonction et qui sont difficilement transformables sur le long terme et qui en plus sont, c'est quand même sur une logique standardisée qui ne respecte pas du tout l'environnement, qui ne respecte pas non plus une intégration par rapport au patrimoine. On est vraiment sur des architectures banalisées, standardisées et fades, on va pas se mentir, et qui en plus avec des matériaux aujourd'hui, issus encore de l'ère du modernisme, tout ce qui est béton, etc. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'entretien, forcément, au bout de 50 ans, ça pourrit. Ton architecture vernaculaire, ça tient beaucoup mieux. Voilà, il y a un peu toutes ces problématiques-là. Et sur le plan culturel aussi, dans cette logique de loisirification, pour attirer le touriste, on va mettre en avant la culture locale, avec des fêtes typiques du village, avec des traditions, avec des déguisements qui font penser à ces vêtements d'antan. Mais finalement, on vient un peu retirer l'essence même de cette culture pour transformer tout ça en quelque chose de très folklorique. Et même des populations locales s'approprient ce nouveau folklore comme si c'était leur tradition, alors qu'en fait, il y a un gros décalage. Voilà, tout ça pour le touriste au final. Et au niveau des montagnes, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, notamment à Tignes ou à Voriaz. Et ça me marque davantage parce que je fais moi aussi partie du problème. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, moi-même, j'arpente ces territoires, j'ai envie de visiter, j'ai envie de découvrir, je randonne. Et juste l'acte de randonner, déjà, c'est un terrain de jeu. Donc, certes, c'est dans une démarche de lenteur, de découvrir l'environnement, de faire davantage avec cet environnement. Mais je le piétine. Et je ne suis pas seule, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'on est massivement en train de piétiner la montagne. Et on voit une montagne qui est striée par les chemins de randonnée, par les circuits de descente VTT, par les pistes de ski qu'on voit quand même encore l'été avec tous ces télésièges et ces tire-fesses, par de la luge d'été aussi. Et tout ça, ça vient quand même déstabiliser le sol, ça vient le raminer. Dès qu'il y a une tempête, ça creuse encore plus. Et là, on assiste à l'effondrement de la montagne et c'est quand même très... moi, personnellement, ça m'impacte énormément, ça me touche. Ouais, et comme tu dis aussi, dans les deux cas, il y a ces logiques capitalistes, elles entraînent une privatisation des territoires, de ces espaces. On le voit aussi avec la montagne, qui certes est historiquement aristocratique et bourgeoise, mais la randonnée, c'est vraiment... ça nécessite rien, en fait. Il suffit de marcher, on peut trouver du matériel d'occasion, on peut facilement prendre un sac et partir. Mais ces territoires, notamment de montagne, ils s'élitisent de plus en plus, ils deviennent de plus en plus chers. On le voit, je sais pas, au niveau des refuges à plein de niveaux. Donc il y a aussi ce processus-là complémentaire justement à toutes les dynamiques dont tu parles. C'est vrai que c'est assez intéressant, c'est-à-dire que dans le milieu de la montagne, comme sur le littoral, initialement, ça attirait quand même une aristocratie et une bourgeoisie. Il n'y avait que eux qui pouvaient venir sur ces espaces-là, parce qu'ils avaient l'argent et le temps. À l'époque, on ne parlait pas de congés payés, et puis on n'avait pas le pouvoir d'achat avec les 30 Glorieuses. Petit à petit, les congés, etc., ont permis de démocratiser l'accès de ces territoires, et on a fait en sorte aussi, dans cette logique de loisirification, de les rendre plus facilement accessibles. Donc aussi à bas coût. Et là, on assiste à un revirement un peu de la situation, vu qu'on est de plus en plus dans un tourisme de masse. On tend vers aussi plus d'attente, des services plus haut de gamme, et du coup, ça va rendre les territoires un peu plus... il y a un filtre, on va pas se mentir, il y a un filtre social. Et ça, je constatais déjà avant de faire mon tour de France, mais depuis le Covid, il y a eu quand même un tournant aussi, on va pas se mentir, en montagne, où il y a de plus en plus de personnes qui viennent arpenter la montagne. Et sauf qu'on peut pas accueillir tout le monde en montagne. On a fait en sorte d'accueillir tout le monde en montagne en mettant des parkings toujours plus hauts pour que les personnes aient le moins de distance à parcourir à pied pour accéder à cet environnement. Mais vu qu'on est nombreux, maintenant, faut filtrer. Et on filtre comment ? On filtre en rendant payant ces parkings, ou alors en faisant le premier arrivé, premier servi. Mais là aussi, ça re-questionne un petit peu qui peut arriver avant par rapport à d'autres. Les familles vont être moins avancées. Les touristes qui peuvent partir hors saison, c'est pas les mêmes. Pareil, on peut anticiper ses congés, mais d'autres non. Donc, au final, on n'est pas tous
à égalité. Ensuite, il y a aussi les prestations qui sont proposées qui sont différentes. Au début, le refuge, il était très simple. C'était un dortoir avec 60 paillasses. On était très contents. Petit à petit, on va individualiser des chambres de 6 à 8 couchages. Donc, vu qu'on refait ces aménagements intérieurs dans les refuges, on va augmenter le prix. Quand j'étais petite, quelqu'un qui demandait une prise électrique pour recharger son portable parce que c'est les débuts du portable, le gardien du refuge envoyait balader la personne en disant mais ici on est en pleine nature, on ramène pas notre confort de vallée. De plus en plus, maintenant on propose ces prestations haut de gamme dans un refuge, alors qu'on est dans un refuge, c'est pas un hôtel. Mais on tend de plus en plus à penser qu'un refuge c'est un hôtel. Du coup on attire aussi une autre clientèle qui va demander encore plus de confort. Plus t'as de confort, plus ça va être cher. Et du coup, tu n'accueilleras pas les mêmes personnes. Après, j'ai envie de te dire, on peut faire du bivouac, ça coûte moins cher. Mais c'est quand même un coût, le matos. Et on n'a pas tous la même forme physique pour porter aussi le matos sur le dos. Voilà, il y a quand même un filtre qui est fait finalement sur qui peut accéder à ces environnements et qui ne peut pas y accéder. Ça passe par l'argent, mais aussi par des disponibilités physiques et aussi des marges de manœuvre dans sa vie en lien avec son travail. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'élitisation qui se met en place et vers quoi on va tendre, J'ai rencontré des bergers aussi, parce qu'en fait, ce processus de masse au sein de la montagne, ça crée aussi beaucoup de problèmes avec l'économie locale et notamment les alpages. Plus il y a de monde, plus ça a posé problème avec les alpages et avec les chiens aussi, les patous. J'ai rencontré beaucoup de bergers qui m'ont expliqué que c'était très compliqué de travailler aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a tellement de randonneurs qui, en même temps, n'ont pas forcément les codes, qui débarquent, comme s'ils étaient à la plage, et qui, du coup, entravent le boulot des bergers, entravent la tranquillité des troupeaux. Et il y a vraiment un sujet à ce niveau-ci, et je sais que là, il y a dans certains parcs, beaucoup d'acteurs économiques vont se réunir pour savoir comment filtrer, comment ne plus accepter autant de personnes dans les montagnes. Et du coup, comment ils vont filtrer, ça, c'est la grande question. Voilà. En tout cas, il y a de gros enjeux pour les années à venir et faire attention de ne pas tomber dans ceux qui ont de l'argent ayant accès et pas les autres. Ça, c'est un peu ma peur. Ouais, complètement. Sachant qu'en plus, il y a ce filtre économique-là et il y a aussi le fait que pour l'instant, on retrouve que des populations blanches privilégiées dans ces espaces de montagne. Totalement. Donc ça, c'est encore un autre sujet dont on pourrait parler, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais il y a ça qui joue aussi. Il y a plein de niveaux de disparité aussi sur ce sujet-là. Donc ouais, voyager lentement, comme tu l'as dit, voyager à pied, même voyager à vélo permet de se rendre compte des choix d'aménagement du territoire qu'on a fait. Ça me fait toujours penser à un exemple que je cite souvent, c'est quand j'étais sur les chemins de Compostelle, sur la voie du Puy, et que j'ai traversé le Gers, et même le début des Pyrénées-Atlantiques, les Landes et tout ça. C'était plus de 200 km de monoculture de maïs, de tournesol, etc., qui servent majoritairement au bétail. Et on voit que les régions se sont spécialisées depuis un moment. Mais c'est le cas aussi quand on parle de tourisme sur le littoral, en montagne. C'est pareil, c'est une spécialisation qui s'est faite aussi. Et ça m'a fait penser tout à l'heure quand on parlait, tu disais, tu parlais un peu de la résilience aussi de ces territoires, du fait qu'elles se sont spécialisées, mais que du coup, en parallèle, il y a toute une vie locale en fait qui s'est détricotée, qui ne se fait plus ou plus de la même manière. Ça me fait penser justement à la réalité qu'on retrouve aussi dans l'agriculture, c'est que si on a des monocultures et qu'il y a un parasite qui arrive, un événement climatique, etc., on va perdre toute la production. Et là, de la même manière, si à un moment le tourisme il s'effondre dans ces territoires ils s'effondrent aussi. Et justement, dans le modèle agricole, quand on parle de permaculture, mais aussi juste de polyculture, d'avoir différentes cultures au même endroit, et face à un événement extérieur problématique, on va pouvoir s'en relever parce qu'on va pouvoir, sur cette année-là, au moins avoir des autres productions, quoi. Et ça me fait penser aussi à ça, même à l'échelle de l'aménagement du territoire, quoi. La résilience d'un territoire, j'ai l'impression qu'elle repose aussi sur cette richesse-là, quoi. Sur la mixité des usages, en fait, Ouais. et des usages aussi complémentaires et qui entretiennent le lien. Être monospécifique et s'inscrire dans des temporalités discontinues, à terme, ça ne fonctionne pas. Et ça crée beaucoup de problèmes éthiques, comme je viens de le dire tout à l'heure, environnemental, social et culturel notamment. Et est-ce que tu vois des solutions, je sais pas, des résistances possibles avec ton regard d'architecte et d'urbaniste Mais sur tous énormément. ces enjeux? Non, il y en a quand même. Là, déjà, j'ai envie de parler du fait d'arpenter le territoire avec son corps.
C'est réapprendre à arpenter le terrain, réapprendre à lire un paysage et à faire corps avec. Et je pense qu'à partir du moment où on réapprend à s'imprégner d'un territoire, d'un milieu, d'un lieu, ça nous permet de mieux en prendre conscience et de mieux l'appréhender et du coup après de mieux l'envisager. Pas de mieux l'envisager en tant qu'objet, mais en tant qu'entité à part entière qui nous apporte et à qui nous aussi on pourrait apporter en fait. Et je pense que ces dernières années, voire même ce dernier siècle, on s'est un peu écarté de cette logique-là. On s'est surtout positionné en tant que sujet sur objet, en tant que dominant-dominé, et on s'est un peu éloigné de la lecture du paysage et surtout de faire corps avec l'environnement. Et je pense que remettre ça au cœur de notre métier et au cœur des processus d'aménagement et de l'acte de bâtir, ça nous permettra de faire naître en fait des lieux beaucoup plus habitables, mais pour nous en tant qu'êtres humains, mais aussi pour le vivant en général. Enfin, franchement, il faut vraiment être dans une logique de synergie, d'interrelation et de respect mutuel. Et aussi être humble et modeste. Parce que ces dernières années, on voit des archisculptures. Voilà, archisculpture, c'est du tape à l'œil, mais c'est de l'ex nihilo. On va faire tabula rasa, on va construire un objet qui est déconnecté de son environnement. Il faut redonner du lien, il faut redonner de la complémentarité, il faut s'articuler dans le temps. Et dans le temps long également. Et du coup, c'est important aussi d'apporter de la lenteur dans la réflexion. On est encore aujourd'hui dans des logiques de coup par coup, parce qu'il faut que ça se voit. Quand on fait un projet, il faut que ça se voit, donc il faut faire vite. Dès qu'il y a une opportunité, on fait. Mais en fait, on n'est plus du tout dans ces logiques de vision long terme, de vision globale pour amener de la cohérence et pour amener de la mixité d'usage, du lien et... Voilà, je pense vraiment qu'il faut remettre la stratégie au cœur des réflexions. Et aussi une pensée, une conviction partagée et collective. Il n'y a qu'en étant collectif qu'on pourra avancer. Là, c'est vraiment une réflexion un peu globale, mais parce que je vois un peu comment ça fonctionne dans mon métier et c'est important de remettre ça en fait dans l'acte de bâtir. Après, je pense aussi qu'il y a quand même des espoirs, dans le sens où il y a quand même beaucoup de collectifs qui se mettent en route, qui se rassemblent. Je pense notamment au Shift Project, qui essaie de décarboner justement plusieurs champs économiques en fait, de décarboner l'économie. Et là-dedans, tu as notamment le champ de la construction, parce que la construction a un gros impact carbone. À côté, il y aura aussi le collectif pour une frugalité heureuse et créative, qui essaie en fait de faire attention aux ressources naturelles et de respecter l'environnement. Et l'idée, ce n'est plus d'aménager, mais de ménager un territoire. Et ça, la notion de ménager, c'est bien. Enfin, j'estime que c'est bien. Il y a aussi le fait de considérer qu'on essaie de faire mieux avec moins. Voilà, l'idée, c'est d'être résilient en fait par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et par rapport aux limites aussi de notre planète et de notre territoire. Tout le monde est limite au final. Il y a aussi un autre collectif, c'est Paysages d'après-pétrole, qui eux vont surtout traiter la notion de paysage à travers la pollution visuelle, les différentes strates du paysage qui sont à respecter pour aménager. Après, il y a des associations, là c'est un peu plus personnel, qui vont défendre les enjeux de la montagne, entre la montagne sauvage, naturelle, et la montagne qui malgré tout est habitée aujourd'hui et qui sera toujours amenée à être habitée. Et je pense que c'est à partir de ces collectifs qui viennent du bas que on pourra essayer de changer le haut, la manière de penser en haut. Parce que en fait, en sensibilisant, en argumentant, en œuvrant et en rendant compte, ça permet aussi de susciter des intérêts, de relancer de l'espoir et de rassembler encore plus de personnes. Et je pense que c'est ça qui permettra d'essayer de changer de prisme en fait, dans l'acte de bâtir et l'acte de ménager nos territoires. Et il y a aussi la notion de ressources qui est à re-questionner. Parce qu'on parle beaucoup de ressources naturelles pour bâtir, avec ce retour en force de l'architecture vernaculaire, parce qu'elle est bioclimatique au final, mais la ressource naturelle, même si elle est mieux que la ressource fossile, elle reste quand même limitée aussi. Donc c'est comment faire avec ce qui est là. Et ça réinterroge l'acte de construire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de construire ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt réhabiliter, reconvertir ? Et si je construis, il faut que j'envisage aussi l'évolutivité du bâtiment pour que ça puisse s'adapter aux différentes mutations sociétales à venir. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu. Et l'architecture vernaculaire est très inspirante en ce sens-là parce qu'elle a toujours évolué en fonction des nouveaux usages à l'intérieur. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup de pistes d'action qui peuvent redonner de l'espoir. Mais il n'y a rien à faire. Il faut ressentir à nouveau à travers son corps, refaire du lien entre son corps et l'environnement pour avoir cette émulation collective. Wow, c'est beau. C'est passionnant et aussi super complexe comme enjeu, comme projet, mais c'est trop bien qu'il y ait déjà
un certain nombre de collectifs qui s'emparent de ça, et comme tu dis, par le bas, parce que après, effectivement, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises par le haut, à l'échelle de l'État, à l'échelle des collectivités aussi, parce que c'est à ces échelles-là que sont prises des décisions qui vont avoir de l'impact en termes d'aménagement. Et en même temps, on sait et on le voit, pour tous les enjeux écologiques et sociaux, que c'est par le bas que ça se fait, qu'émergent les solutions, qu'émergent les oasis un peu de solutions qui émergent et qui sont mises en pratique. Ouais, j'espère que ces solutions-là qui sont expérimentées dès à présent vont pouvoir avoir une résonance à ces échelles-là, et que ça puisse se faire. Et comme tu dis aussi, que chaque personne change son rapport au territoire, et son rapport, comme tu dis, corporel aussi au territoire. Pour conclure aussi sur cet échange, et pour revenir un peu aussi au départ de cette aventure que tu as faite pendant 1 an et demi à pied, à vélo, tu parlais justement du burn-out que tu as fait, aussi des limites corporelles que tu mesurais avant ton départ. Comment tu vois les choses maintenant? Est-ce que ce périple t'a permis de te reconnecter à ton corps, de l'accepter, et peut-être de te sentir plus solide dans ton corps, et est-ce que ça a fait du bien à ton esprit? Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là maintenant? Alors, j'ai pas encore totalement pris du recul sur tout, mais là, je viens d'avoir justement un éclaircissement dans ce que tu viens de me dire. Je me dis, en fait, c'est le Tour de France des limites. Voilà, c'est le Tour de France des limites et le Tour de France de l'écoute. Donc, l'écoute de mon propre corps, avec ses limites, l'acceptation de ses limites, mais aussi le Tour de France à travers l'aménagement et l'architecture, des limites planétaires, des limites de la ressource naturelle et du temps long dans la réflexion, pour faire émerger justement des logiques beaucoup plus cohérentes de ménagement, de résilience. Et l'architecture vernaculaire, c'est aussi des architectures qui sont nées avec le temps long, en fonction des saisons, en fonction des ressources qui sont disponibles à telle ou telle saison. Donc, je fais vraiment un lien avec mon propre organisme. Enfin, je veux dire, tout est lié, en fait. Ce côté redonner une place importante à la lenteur. Dans l'état d'esprit, dans le mouvement, dans l'immobilisme, et redonner une place à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute de l'autre et de n'importe quel autre vivant aussi. Je pense que ça, c'est hyper important. Et à partir de ça, on est beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Voilà. Et moi, mon Tour de France, il m'a beaucoup aidée par rapport à mon corps. Ça, c'est clair et net. C'était très compliqué, il y a eu beaucoup de challenges à relever. Plus d'une fois, je suis retournée dans mes travers, par rapport à... Parce que j'ai un côté brut de pomme, je tape dedans, quoi. Ah mince, ça cache, je comprends pas. Non, bisu, ça fait des années, pourtant, tu devrais savoir. On retourne vivre dans ses travers, dans ses automatismes, dans son formatage. Mais en même temps, j'ai vu que j'ai pu apprendre, j'ai vu que j'ai pu être plus à l'écoute. Et là, je ressens qu'une gratitude envers mon corps. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé vraiment une énergie de fond. Ce que je veux dire, c'est que je me sens plus fatiguée, il n'y a plus de poids sur mes épaules. Je me sens beaucoup plus saine dans le corps, et je trouve que corps et esprit sont beaucoup mieux en communication maintenant aussi. Donc j'ai un rapport beaucoup plus doux sur moi-même à ce niveau-ci. Et un rapport plus doux, même s'il était déjà doux avant, sur ce qui m'environne. Du moins, le fait d'avoir été dans cette lenteur-là, ça m'a permis de m'imprégner vraiment corporellement, charnellement, du désastre qui est en train d'être mené. Mais du coup, ça permet aussi de redonner une énergie pour essayer de se battre et d'essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Merci beaucoup Marion pour ces échanges super riches et passionnants, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir pu t'interroger justement avec ton regard d'urbaniste et d'architecte sur la France, sur les aménagements du territoire, mais aussi de connaître ton aventure, comment elle s'est passée, le rapport que tu as eu justement à ce territoire de manière, comme tu disais, très charnelle, tant sur le bâti que sur la connexion que tu avais au vivant, à la fois avec le vivant en toi, mais le vivant aussi autour de toi. Donc c'était hyper intéressant. Donc merci beaucoup pour ces échanges. Merci à toi. Merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir. Je te souhaite une belle suite d'après-midi, et je te dis à bientôt. À bientôt. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à ajouter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ton soutien m'est précieux.
Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour, faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.